Nous passons à cette deuxième table ronde et Francis l'a intitulé « Quand la science est contestée ». Alors après impuissante, maintenant contestée. Ce matin, on fait du rude. Et avec moi, avec nous, avec Francis, Sébastien Balibar et Céline Bellard. Il vous a été dit que Jacques Arnoux arriverait plus tard. Oui, on ne sait pas s'il sera là. Je crois qu'il sera plutôt là en début d'après-midi. Il sera là en début d'après-midi. Et Monsieur Grimou est quasiment à l'hôpital. Donc malheureusement, il ne sera pas avec nous. Sébastien Balibar, à côté de moi, vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous êtes physicien et vous siégez toujours à la commission de prospective en énergie ou... Oui, c'est un endroit très intéressant où les académiciens travaillent tous ensemble très régulièrement, où j'ai appris beaucoup de choses et ce qui m'a d'ailleurs permis d'écrire un livre entier sur ce problème du climat. Oui. Oui, et donc vous avez écrit de nombreux livres, un certain nombre d'entre eux sont en bas. Vous m'avez dit que vous aviez été alpagué par un certain nombre d'auditeurs qui ont envie de vous lire. Chercheur au quotidien sera publié en janvier. Hein. Il est pas encore publié. Chercheur au quotidien, c'était une commande de Pierre Rosanvallon pour Le Seuil et c'est paru il y a déjà 2-3 ans. Et je raconte mon métier parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient mais qu'est-ce qu'ils font dans leur laboratoire ces chercheurs? Alors je raconte comment pendant 5 ans j'ai cherché quelque chose et trouvé autre chose. C'est un livre grand public qui vous ouvrira peut-être les yeux sur notre métier. Ouais. Oui, je me souviens de ce titre livre. Mais vous cherchez quoi au juste? Je ne sais plus quel est le président qui a dit ça au secrétaire d'État à la recherche. Donc je suis effectivement physicien, je suis expérimentateur, donc je préfère le tournevis aux équations, mais enfin il faut faire les deux. Et donc je me suis intéressé à ce qu'on appelle la matière condensée, c'est-à-dire les liquides, les solides, leur surface, la manière dont ils changent d'état, etc. Bon, et donc j'ai trouvé un certain nombre de choses qui me paraissent intéressantes, mais si je vous raconte ça, on n'aura plus le temps de parler du climat. Effectivement, vous avez également écrit Climat, ivoire clair pour agir, et c'est ce dont vous allez nous parler tout à l'heure. Vous allez nous expliciter à nouveau, parce qu'il y a beau y avoir des COP, on va être bientôt à la COP 24 à Katowice, il y a eu la COP 21 à Paris, célèbre parce que tout le monde levait les bras de contentement, mais on peut se demander si ça dure dans une ère trumpienne et dans une ère bolsonaroienne. Au Brésil et États-Unis, vous êtes assez au fait des affaires internationales pour avoir reconnu les présidents de ces très grands pays que sont les États-Unis et le Brésil. À côté de vous, Céline Bellard, vous êtes à l'unité mixte. Alors non, il y a plusieurs. En fait, je redite l'exact intitulé de votre laboratoire parce que j'ai peur de l'écorcher. Je suis au laboratoire d'écologie systématique et évolution à l'Université Paris-Sud, qui est une unité mixte de Parlez recherche. Bien dans le micro, sinon on vous entend pas. Qui est une unité mixte de recherche entre la faculté de Paris-Sud et le CNRS. Voilà, c'est important. Vous le savez, certains d'entre vous sont proches de l'univers de recherche, mais d'autres le sont beaucoup moins, de voir à quel point actuellement il y a des équipes de recherche qui dépendent de plusieurs structures de type CNRS, de type INSERM, de type IRD, Institut de recherche pour le développement, qui va fêter ses 50 ans, je crois, l'année prochaine. Un institut qui est implanté dans le monde entier, qui couvre de très très nombreuses recherches, mais ça peut être aussi des liens avec le CNES, hein, parfois, évidemment sur le travail dans le spatial. Donc c'est intéressant de voir aussi que les universités qui longtemps ont peut-être péché par le manque de recherche, ça dépend des secteurs, on peut jamais généraliser, mais se rapprochent de cette organisation qui permet de partager le travail. On peut pratiquement dire que tous les labos de recherche sont des UMR, des unités mixtes. Unité mixte de recherche. Université CNRS ou d'autres organismes. Oui, donc il y a un lien avec les universités assez systématique. Vous savez à quel point on adore les sigles en France. Alors les UMR, ben voilà, il faudra vous y faire. C'est plein d'UMR partout, mais c'est pas perturbateur, ça. C'est au contraire agrégateur, et ça peut même peut-être faire du bien.
Si tant est que ce soit financé, n'est-ce pas, monsieur l'académicien? Oh là là, bon, je me prends pas au sérieux, vous savez, mais je suis très content de travailler à l'Académie des sciences sur non seulement les problèmes de changement climatique d'ailleurs, mais surtout les solutions, c'est-à-dire les transitions énergétiques nécessaires. Parce que c'est grave ce qui se passe, mais je le dis tout de suite, il y a des solutions. Elles sont pas toutes très compliquées, donc je vais en parler aussi. Alors pour commencer, refaites-nous le point. Je ne sais pas si c'était tout à l'heure au petit déjeuner ou hier soir incidemment. Vous nous rappeliez. Alors ça s'appelle des ppm. On s'en fiche. Ça pourrait être des kilos, ça pourrait être des joules. C'est une unité de mesure. Vous rappeliez qu'il y a quelque chose de vraiment différent aujourd'hui dans notre atmosphère. Il y a une quantité de CO2, c'est ça? Oui, entre autres, oui. À 400. Oui, je vais vous montrer tout ça. C'est mon transparent numéro 4, oui. Et donc, ça veut dire que il faut s'inquiéter parce que ça n'a jamais été comme ça par le passé. Oui, je vais vous montrer les courbes. Et effectivement, hier soir, on a discuté avec l'un d'entre vous qui s'est affiché comme climato-sceptique. Donc, la discussion a commencé assez vite. Et puis, comme il avait l'air de croire que la Terre avait toujours produit, toujours eu des périodes chaudes, je lui ai dit qu'aujourd'hui, je montrerai la courbe qui montre que non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment différent. Bon, donc ne perdons pas trop de temps, si vous voulez bien. Effectivement, il faut dire que j'étais ici il y a 2 ans, où j'avais expliqué en détail la situation du climat, etc. Et aujourd'hui, on va faire le point. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Où on en est? Pas tout, j'ai pas le temps, mais et aussi qui sont ces gens qui nient la vérité et que j'appelle des négationnistes. Parce que c'est bien ça. C'est pas qu'ils sont dans le doute. Non, ils sont certains que tout ça c'est pas vrai. Voilà. Bon, donc on va parler un peu d'eux. Vous verrez, Monsieur Trump et quelques autres. Bien. Donc il faut que ça marche. Donc je vais commencer par vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé de Paris en 2015 et Katowice en 2018? C'est les conférences sur le climat, qu'on appelle les COP. Donc on passe de la 21 à la 24. Ensuite, je vais vous expliquer où on a le climat, où en sont les nécessaires transitions énergétiques pour empêcher le climat de diverger. Et je vois, et donc on va parler un peu des climato-sceptiques. Et allons-y. Donc voilà, en haut à droite là, la dernière courbe parue en octobre, publiée par un énorme laboratoire de climatologues qui fait partie de la NASA aux États-Unis. Et donc c'est dommage, j'ai pas de pointeur. Si, il y en a un, non, il y en a pas. Bon, enfin vous voyez la courbe en bleu là, c'est les oscillations de la température moyenne globale de la Terre. Et donc ça va jusqu'à octobre 2018. C'est une moyenne glissante, comme on dit. Et donc il y a 2-3 ans, il y avait un certain nombre de climato-sceptiques dont certains je connais et avec qui j'ai des relations difficiles, disons, qui prétendaient que c'était fini, que maintenant la Terre se refroidissait. Eh bien non, vous voyez que vers la fin de la courbe en bleu, là, il faut dire qu'il y a eu un énorme El Niño, je vais y revenir, mais vous voyez, ça continue à monter et monter et monter la température moyenne de la Terre. Bon, alors... Excuse-moi, il y a un climatologue qui s'appelle Claude Allègre qui disait même je mets en doute le fait que vous sachiez mesurer la température de la Terre. Parce que c'est pas si simple que ça. Oui, on va revenir. Bien sûr, Monsieur Claude Allègre fait partie de des gens dont je vais parler et on va essayer de comprendre ce qui le motive parce que c'est assez étonnant. Mais oui, on va y revenir. Mais laissez-moi continuer. Sébastien, juste pour bien comprendre, on voit ces oscillations. C'est des oscillations qui concernent les années elles-mêmes. On voit, mettons, l'été et l'hiver. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas l'été et l'hiver. C'est d'une année à l'autre, effectivement. Mais en fait, c'est une moyenne glissante. Donc, c'est des moyennes sur une année qui se déplacent progressivement. Donc, je vois pas très bien d'ici s'il y a un seul point par année ou s'il y en a 2. Mais c'est pas l'été et l'hiver du tout. C'est le fait que, ça c'est peut-être très important de dire dès le début, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le climat? Qu'est-ce qui se passe sur la Terre? Eh bien, la Terre reçoit de l'énergie par l'intermédiaire du rayonnement du Soleil. Bon, et vous savez bien que le Soleil, pour des questions d'inclinaison, il réchauffe davantage
au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Et donc il y a de l'énergie qui est transmise à la Terre et qui a besoin de se répartir. Et donc les échanges de température, donc de chaleur, je devrais dire, entre l'équateur et les pôles, se passent par le mouvement à la fois de l'atmosphère et des océans. Et ces mouvements sont turbulents, c'est-à-dire c'est plein de tourbillons, d'instabilité, etc. Comme quand vous mettez une casserole d'eau sur le feu, vous voyez bien que l'eau bouge au point qu'elle finit par bouillir, etc. Bon. Et donc ces mouvements de l'océan et de l'atmosphère sont chaotiques, difficiles à prévoir, mais en fait on y arrive. Et donc il y a un certain nombre d'instabilités qui ont lieu. Alors il y en a une il y a les images en bas, qui s'appelle El Niño, qui est très connue des spécialistes bien sûr, qui est une énorme bouffée de chaleur dans l'océan Pacifique, que vous voyez en rouge sur la photo de gauche, qui démarre donc des côtes de je ne sais quel pays de l'Amérique du Sud, qui traverse tout l'océan et puis qui arrive à lécher de l'autre côté. Non, c'est dans l'autre sens à propos qui se déplace celui-là. Oui, je me suis trompé. Bon, ça fait rien. Bref, il y a une instabilité dans le Pacifique qui oscille selon les années. Donc, vous voyez, elle est en rouge à gauche puis en bleu à droite. Auquel cas, au lieu de l'appeler El Niño comme le petit Jésus, les gens l'appellent la Niña. Bon. Donc, vous voyez, ces oscillations sont les principales responsables, pour répondre à la question de Dominique, de ces oscillations de la courbe qui gigote en bleu, là, au travers de laquelle on a fait une moyenne en rouge. Alors, en fait, il y a un certain nombre d'autres instabilités dans les océans qui sont responsables maintenant des paliers. Vous voyez que la température, elle monte, mais parfois elle se calme et puis elle se remet à grandir. Donc, vous voyez, entre 1940 et 1960, on avait l'impression qu'il ne se passait plus rien. Et puis, à partir de 1960, on dirait qu'au contraire, alors là, ça augmente sans arrêt, sans arrêt. Bon. Donc, il est certain que quand les climato-sceptiques choisissent une période trop courte en temps qu'ils analysent, ils vont trouver n'importe quoi, que ça descend, que ça monte, ça dépend de leur goût. Bon, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut considérer l'ensemble de l'évolution sur un long temps et aussi faire une moyenne sur l'ensemble de la Terre, parce que imaginez-vous qu'il y a des endroits comme le Labrador où le Gulf Stream redescend du pôle Nord et replonge, et où à cet endroit-là, en fait, la Terre se refroidit. Donc, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, c'est comme un peu les biologistes s'ils faisaient une enquête sur une seule personne quelque part et pas sur une moyenne à grande échelle, on peut trouver n'importe quoi. Ça n'a pas de signification. Donc, c'est un peu ça que souvent les climato-sceptiques font pour finalement tricher avec la réalité. Voilà. Donc, de fait, il n'y a aucun doute que la température de la Terre a continué à monter depuis 2015. Et que on a même eu une annonce. Oui. 2017 ou 2018 a été le plus chaud. Effectivement, la température moyenne de la Terre, qui est l'une des variables, hein, on peut aussi mesurer le taux de gaz à effet de serre, c'est-à-dire principalement de CO2 dans l'atmosphère. On peut mesurer le niveau des océans qui n'arrête pas de monter. Enfin, il y a beaucoup de paramètres comme ça. Hein. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, les records sont battus sans arrêt, avec quelques petites fluctuations. Mais il est certain que les 10 plus chaudes années de la Terre sont toutes dans la dernière décennie, quoi. Et donc en 2017, c'était le pic en bleu vers la fin de ma courbe. Effectivement, en plus, le El Niño était particulièrement important. Et donc, alors là, on a cassé tous les records précédents. Et puis, c'est un petit peu redescendu et c'est déjà en train de remonter. Voilà. Donc voilà. Alors, ensuite, hop, voilà. Donc ça, c'est pour répondre au climato-sceptique d'hier, qui m'a dit « Ah, mais c'est bien connu, la Terre a toujours eu des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires, donc des périodes chaudes, des périodes froides. C'est pas nouveau, il n'y a pas de quoi s'affoler. » Alors, voilà la concentration en ce gaz à effet de serre, donc le CO2, le dioxyde de carbone, mais il y a aussi le méthane, et puis un oxyde nitreux, qui changent la nature de l'atmosphère et qui absorbent davantage le rayonnement solaire. Bon. Et donc c'est ça qui a été d'ailleurs prédit il y a longtemps, qui est l'origine du changement climatique. Alors vous voyez que sur cette courbe, il y a une ligne rouge, une noire et une bleue, qui correspondent aux trois gaz à effet de serre principaux. Et vous voyez que depuis, en somme, l'an 0 de notre ère, évidemment,
il se passait pas grand-chose. Et puis en 1900, c'est-à-dire au début de l'ère industrielle, vous voyez à quel point d'un seul coup ça démarre. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Dans un temps extrêmement bref, on est en train de changer complètement des éléments essentiels de l'atmosphère. Oui. Je vois la courbe de méthane, Oui. mais j'avais jamais vu qu'elle était si haute. Or, le méthane, entre guillemets, c'est encore plus dangereux que le CO2. Absolument, oui. Mais sa durée de vie est moins grande que celle de l'oxyde de carbone, du dioxyde de carbone. Et d'autre part, il y en a quand même beaucoup moins, bien que je sois un peu surpris qu'ils soient sur la même échelle. Alors c'est des ppb, c'est-à-dire des parties par billion, c'est-à-dire par milliard en français. Alors, juste un mot, excuse-moi de t'interrompre, mais quand les climato-sceptiques disent la Terre a toujours eu des variations, c'est vrai. Oui. Mais c'est pas dans les constantes de temps qu'on a là. Oui, c'est justement c'est ultra rapide, c'est un siècle. Alors que le climat naturel et les évolutions de la température sur la Terre, c'est à l'échelle de 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années. On n'est pas du tout dans la même constante. Non seulement tu as raison, mais c'est l'objet du transparent suivant. Et donc, voilà le transparent suivant. Donc, il y a beaucoup de choses, mais regardons simplement le machin violet en bas. Vous voyez que, effectivement, alors c'est quoi? C'est la concentration en CO2, donc le gaz carbonique, à nouveau, en fonction du temps, mais maintenant depuis 800 000 années. Bon. Et 800 000, parce que c'est jusque-là qu'on peut remonter avec les carottes de glace? Exactement, vous savez tout, donc je vais vous passer le micro. Effectivement, on connaît tout ça grâce à des travaux absolument extraordinaires, des gens qui creusent qui prennent des carottes dans la glace des pôles et qui arrivent à étalonner ça pour savoir quelle profondeur correspond à quelle date. Et tout ça est vérifié, etc. Donc je crois que c'est vraiment très sérieux et très fiable. Et donc vous voyez que la concentration en CO2 dans l'atmosphère de la Terre, depuis 800 000 ans, on a du mal à aller plus loin. Mais enfin, ça fait presque 1 million d'années, c'est quand même beaucoup. Et en 1 million d'années, ou presque, vous voyez que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est les périodes glaciaires et interglaciaires. Vous voyez aussi que ces périodes ne sont pas périodiques. Ça, c'est parce que, en fait, même le système planétaire est irrégulier et chaotique, et donc la présence des autres planètes perturbe un certain nombre de choses sur le mouvement de la Terre. Donc bref, c'est pour ça que c'est pas régulier. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que la concentration dans ce gaz à effet de serre, elle a toujours évolué entre environ 160-170 donc parties par million et environ 270-280. Bon, donc ça correspond à ces périodes glaciaires interglaciaires dans lesquelles il y a des changements de température de 5 ou 6 degrés, mais 5 ou 6 degrés, ça suffit pour changer le niveau des océans de plus de 100 mètres, de traverser à pied en Angleterre et de créer des glaciers qui sont beaucoup plus importants que tout ce que nous connaissons en ce moment, puisqu'il y avait des kilomètres d'épaisseur de glace dans toute l'Europe du Nord. Bon. Et Sébastien, en Méditerranée, un peu plus loin qu'ici, il y avait par exemple la grotte Cosquer. Oui, bien sûr. On pouvait y aller à pied à l'époque. Bien sûr. Et bien pas sûr. être obligé de plonger sous les. Absolument. Et alors, sous les calendes. Les variations sur 800 000 ans sont uniquement dues à la variation de l'orbite de la Terre. Oui. C'est la cause. Oui. D'accord. Et donc c'est le rapport au Soleil. Alors tu dis c'est irrégulier, voilà. C'est qu'en fait il y a plusieurs phénomènes qui se mélangent. Oui. Il y a une période à 100 000 ans à peu près qu'on voit ici, et il y a aussi des périodes à 10 000 ans. Et donc le résultat donne des courbes complexes, mais on peut la décomposer en phénomènes simples. J'espère que j'aurai droit à 5 minutes de plus, là, parce que vous dites que des choses vraies et qui sont toutes intéressantes, mais il faut qu'on avance quand même. Et donc, je vous demande de bien vouloir regarder l'extrême droite de ce graphique violet, où vous voyez peut-être, du moins je l'espère, un espèce de pic extrêmement pointu qui va, lui, dépasser les 400 ppm. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe maintenant. La largeur du phénomène auquel nous assistons est presque illisible sur tellement c'est bref. Et en à peine un siècle, vous voyez que la concentration de ces gaz dans notre atmosphère a doublé. Ça n'a jamais été comme ça. Jamais. Le phénomène actuel n'est pas un phénomène naturel. Voilà.
Donc j'espère que j'ai convaincu mon interlocuteur d'hier, mais on verra bien. Alors je continue. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe, parce qu'il se passe énormément de choses entre l'acidification des océans, la montée de leur niveau et tout un tas de choses. Mais il y a deux choses qui sont l'actualité de ce mois. Premièrement, il y a laquelle j'ai eu envie de vous montrer. Bon, d'abord parce que les photos sont effrayantes. Donc la première, c'est les records de feu en Californie. Donc il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec dans certaines régions du monde. Il fait aussi beaucoup plus pluvieux de deux manières. D'abord dans les régions du nord, parce que vous voyez, l'activité solaire est augmentée, donc la circulation de la vapeur d'eau, ça s'évapore à l'équateur, dans les tropiques, puis ça se recondense sous forme de pluie dans des régions plus au nord ou plus au sud. Et d'autre part, dans les régions qui deviennent beaucoup plus sèches, où il y a de la sécheresse et des canicules, comme l'air est plus chaud, il contient davantage d'humidité. Et donc, quand il y a des orages, ils sont encore plus violents. Alors, je crois comprendre qu'à Saint-Tropez, vous connaissez le problème, hein. Bon, mais on va y revenir. Donc, en Californie, il y a énormément de plus en plus de feux de forêt spontanés. Et donc, ils sont eux aussi en train de battre des records sans arrêt. Et donc, par exemple, on a vu ces photos. Donc, le 22 novembre 2018, dans le monde, on apprend qu'en 15 jours, il y a eu 83 morts, 563 disparus, vraisemblablement morts aussi, 63 000 hectares dévastés, 13 500 maisons détruites depuis donc 15 jours avant, même pas, 14. Donc vous voyez que c'est vraiment effrayant. Alors à la ville de Paradise, que monsieur Trump a appelé Pleasure, dans un admirable, enfin bref, lapsus, merci. Il y a donc 27 000 habitants à Paradise et la ville a été rasée. Bon. 50 000 habitants ont été évacués. Bon, donc dans toute la Californie, si on intègre sur l'année 2018, c'est 7 000 km² qui ont été détruits. Donc vous voyez, c'est colossal, quoi. Bon. Donc je continue avec un peu l'inverse, mais je vous ai expliqué pourquoi il existait l'inverse. C'est que la pluviométrie a complètement changé. Et donc voici la carte de Météo France que j'ai montrée il y a 2 ans, mais je la remonte parce que c'est très important. Vous voyez que la France est divisée en une région un peu bleue et une région au sud qui est plutôt jaune ou orange ou même rouge. C'est les variations de la pluie, de la pluviométrie en France. Et vous voyez que dans la circulation de ces vapeurs d'eau, eh bien, il y a des zones et qu'il y a une frontière qui est en gros Bordeaux-Montélimar, là, au-dessus de laquelle il pleut davantage. Les pluies ont augmenté de 50% en 50 ans, ça fait 10% tous les 10 ans. Et au contraire, au sud, il fait beaucoup plus sec, mais il y a des orages beaucoup plus violents. Ponctuels, mais en moyenne, la quantité de pluie a beaucoup diminué dans toute la France du Sud. Et donc, vous savez bien que les agriculteurs se plaignent, ils ne sont pas les seuls, parce que, par exemple, il se passe ceci. Alors, ceci, c'était la nuit du 15 au 16 octobre, il y a à peine 2 semaines. C'était l'Aude, le Hérault et le Tarn, parce que je n'avais pas de photographie semblable de Saint-Tropez, mais je crois que le phénomène est le même. Il se met, les pluies sont tellement colossales que ça joue aussi avec le fait que c'est de plus en plus bétonné un peu partout et donc l'eau ruisselle davantage qu'avant, mais quand même. Donc il y a eu 30 cm de pluie en 8 heures, ce qui représente des mois de pluie habituellement. La crue est 8 mètres de haut, 15 morts, 99 blessés, 257 communes en état de catastrophe naturelle et 220 millions d'euros de dégâts. Bon, j'en passe, je ne vais pas insister, mais c'est très très grave et très préoccupant pour toutes les communes de tout le sud de la France, dont vous-même. Bon. Alors, je continue et on passe à des choses progressivement plus politiques. Donc les conférences des partis, c'est les COP, Conference of, je me rappelle plus comment on dit, of Parties tout simplement, voilà. C'est quand on est des partis à la convention, donc c'est les États. Oui. Donc il y a 2 ans, quand je suis déjà venu ici, évidemment, je vous ai parlé de mon espoir que grâce à la COP 21 où a lieu l'accord de Paris, on soit en bonne voie pour soigner la Terre, quoi, si vous voulez. Bon. Alors pourquoi j'ai été optimiste ? Eh bien, d'abord parce que 195 pays, c'est-à-dire tout le monde,
avait admis à l'unanimité, ce qui n'était jamais arrivé d'ailleurs dans les organismes de l'ONU, ont admis à l'unanimité que c'était la faute de l'activité humaine qui émettait ces gaz à effet de serre, et que pour stabiliser le climat, c'est-à-dire à moins de 2 degrés en 2100, ça, ouais, je pourrais vous expliquer pourquoi 2 degrés, mais je vais continuer, tant pis. Donc chaque pays a défini des objectifs. Ils sont publics, ils sont écrits noir sur blanc. Chaque pays s'est engagé à entamer une politique de transition énergétique afin de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre et donc d'espérer stabiliser le climat à l'horizon 2100 à quelque chose qui pourrait difficilement être inférieur à 2 degrés de plus que ce qu'on a connu au début de la période industrielle, c'est-à-dire dans la période 1880-1900. Alors depuis ça, vous vous rappelez la courbe que je vous ai montrée au début, on a déjà monté de 1,2 degré. Donc il reste pas grand-chose pour dépasser malheureusement la limite des 2 degrés. C'est de dire qu'en 2100, ça va continuer à augmenter et ce ne sera pas encore stabilisé. Quoi d'autre? Eh bien, la question qui se posait évidemment il y a 2 ans, enfin juste après la COP 21, 3 ans, pardon, c'était est-ce que les objectifs qu'ont définis tous les pays qu'ils ont publiés étaient suffisants? Alors, il y a tout un travail à faire pour comparer les engagements des différents pays et les comparer à ce qui, moi, personnellement, me paraîtrait juste, c'est-à-dire de considérer les droits de l'homme. On a tous les mêmes droits, en principe. Ah, merci, c'est gentil, ça. Et donc, à ce moment-là, si tout le monde a une limite qui est la même, il faudrait qu'au moins en 2050, on soit descendu au même chiffre qui est de 1,5 tonnes de CO2 par personne. Hein. Bon. On y reviendra là-dessus. On y reviendra. On y reviendra parce que c'est des choses à regarder très attentivement. Et donc, on est au niveau international, et puis il s'agit des politiques de chaque nation de transition énergétique. Et donc, vous voyez qu'on passe un peu de la science à la politique, et ça me rappelle la discussion de ce matin où il y a un peu le même problème pour la santé. On passe des résultats scientifiques à une politique de santé qui va être nationale ou internationale. Eh bien, ici, c'est un peu le même genre, mais sur un sujet différent. Mais il y a des points communs. Et donc, j'ai été relativement optimiste parce que je me disais qu'il y avait des promesses qui étaient chiffrées, qui étaient datées, et que donc on pouvait vérifier que chaque pays tenait ses promesses. Bon. Alors, il faut dire à ce moment-là qu'il y a eu un échec qui était l'échec du protocole de Kyoto. Donc Kyoto, c'était en 1990 ou 17, je ne sais plus, 97 sans doute, voilà. Et donc, les États-Unis avaient absolument refusé de signer ça parce qu'ils considéraient que personne n'a le droit d'imposer aux États-Unis quoi que ce soit. Donc, la contrainte ne pouvait pas venir de l'extérieur. Et c'est pour ça que, pour l'accord de Paris, ce qui a été proposé, c'est que, bon, d'accord, on n'impose rien à personne de l'extérieur, mais chaque pays est-il d'accord pour faire ses promesses lui-même, ce qu'ils ont fait. Reste maintenant à voir s'ils tiennent leurs promesses. Donc, les seuls qui peuvent vérifier que leur État, leur gouvernement, leur classe politique tient les promesses, eh bien, c'est la population, c'est les électeurs. La seule chose à faire, c'est faire de la politique à l'intérieur de nos pays pour demander à nos dirigeants de bien vouloir tenir leurs promesses. Alors, j'y croyais et aujourd'hui, je suis très inquiet. Alors, pourquoi suis-je inquiet? Eh bien, après l'accord de Paris, donc je viens vous expliquer pourquoi j'étais un peu optimiste, et j'ai été inquiet aussi pour d'autres raisons, c'est que les solutions, eh bien, il n'y a pas de solution miracle. On ne connaît pas de solution universelle, miracle, qui permettrait de supprimer les émissions de CO2, donc d'abandonner tous les combustibles fossiles, que ce soit le fuel, l'essence ou le gaz naturel, pour remplacer par autre chose. Pourquoi c'est si difficile? Eh bien, on pense beaucoup à l'éolien et au solaire, comme vous savez, mais ça, c'est des énergies qui sont renouvelables, certes, mais intermittentes. Ça veut dire que, d'ailleurs, mais quoique sur les flancs de la Méditerranée, on n'ose pas trop mettre d'éoliennes parce que le Mistral souffle trop fort et qu'elles s'envolent.
Et donc effectivement, oui, bah, c'est pas très drôle, mais enfin, autour de Paris, il y a plein d'éoliennes partout. On voit bien qu'elles tournent presque jamais. C'est parce que s'il n'y a pas assez de vent, ça tourne pas. S'il y en a trop, on les arrête. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a 10% du temps où elles tournent vraiment à la bonne vitesse et où elles produisent de l'électricité. Mais le reste du temps, elles s'arrêtent même sans prévenir. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, comme on n'a pas envie que sur la prise de courant, l'électricité ne soit plus distribuée, il faut que EDF allume en vitesse quelque chose qu'on peut allumer vite afin de pallier l'intermittence des sources dites renouvelables. Et donc, ils allument le gaz. Et donc ils allument, ça dépend des pays. Donc en Allemagne et en Pologne, on a beaucoup d'un charbon encore pire qui s'appelle le lignite. Et donc il y a énormément d'usines, on en construit même davantage parce que comme ils construisent beaucoup d'éoliennes, il faut beaucoup de centrales à charbon. Et donc le résultat, c'est qu'en Allemagne, eh bien, malgré la COP21 et tout ça, les émissions de CO2 augmentent. Bon. Alors en France, elles augmentent moins, mais elles augmentent quand même. Il n'en reste pas moins qu'en France, on émet 2 fois moins que nos voisins allemands. Et ça, c'est en grande partie parce que l'électricité est décarbonée, ce qui veut dire que pour l'essentiel, elle est faite de 10% de barrages hydroélectriques qui sont des merveilles à tout point de vue, bon, et puis des fameux 75% d'électricité nucléaire que beaucoup de gens contestent, mais pas moi, et autant vous le dire tout de suite. Parce que je crois que ça rend des services considérables, précisément parce que ça n'abîme pas le climat, vu que ça n'émet pas de CO2. Bon. Alors, tout ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la COP24 ? Oui, je vais y venir, mais je voulais dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère comme peut-être possibles. L'hydroélectrique réversible, c'est-à-dire des barrages qu'on peut faire tourner à l'envers. Bon, on peut peut-être en construire un peu plus, mais il n'y a pas beaucoup de place. Les batteries. Bon, c'est bien joli. On parlera de monsieur Elon Musk, si vous voulez, et des batteries lithium-ion qui sont dans tous nos ordinateurs, un peu dans nos voitures électriques. Mais malheureusement, c'est pas si simple, en particulier parce que les batteries lithium-ion, non seulement elles coûtent cher, mais surtout il y a du cobalt dedans. Et le cobalt, les ressources naturelles de cobalt sur la Terre ne sont pas du tout épuisables. Et entre faire quelques batteries pour nos ordinateurs ou stocker toute l'énergie du monde entier, il y a beaucoup de zéros. Et donc, il n'y a pas assez de cobalt, pour ça. Donc, il y a de la recherche sur d'autres batteries, mais bon, pour l'instant, enfin, je peux vous en parler aussi du sodium-ion, si vous voulez. L'hydrogène, bon, on en parle aussi, ouais, mais je peux aussi vous en parler si vous avez des questions. Le solaire thermique, je trouve ça formidable, en particulier dans des pays chauds comme le Maroc, où l'Europe a aidé le Maroc à construire du solaire thermique, donc avec des liquides qui circulent et qui ont l'avantage de rester chaud la nuit. Donc ça a beau chauffer seulement le jour, ça continue la nuit. Donc ce solaire thermique me paraît une très très bonne solution pour beaucoup de pays comme ça. Quant à l'idée d'un mix électrique français avec 100% de renouvelables qui a été proposé par un certain nombre de gens, je crois que c'est complètement irréaliste. Bon. Donc on continue, parce que je sens la pression à ma droite, là. Il faut bien sûr aussi faire des économies d'énergie, simplement dans quelle proportion, quoi. Et donc là j'anticipe, mais la loi sur la transition énergétique française prévoit, sous sans doute une sorte d'argument de propagande un peu abusive, on va réduire par 2 la consommation d'énergie par personne, la consommation totale d'énergie de la France. En fait, comme la population augmente un peu, c'est divisé par 3 à l'horizon 2050 la quantité d'énergie qu'on consomme par personne. Moi, je crois que c'est totalement irréaliste. On n'acceptera jamais de dépenser 3 fois moins d'énergie par personne dans 31 ans. C'est pas sérieux, ça. Bon, ils se rendent pas compte, je sais pas, mais bon, enfin bref. Alors continuons. Donc c'est pas facile. Et puis la situation n'est pas beaucoup facilitée par un certain nombre de gens, à commencer par monsieur Donald Trump. Pourquoi ? Parce que quand Donald Trump a été élu en 2017, la première chose qu'il a faite, c'était de dire, eh bien, on se retire de l'accord de Paris.
Alors, si les États-Unis, qui sont l'un des plus gros pollueurs de toute la planète, parce qu'en totalité, ils émettent moins que la Chine, mais la Chine, il y a 5 fois plus d'habitants, hein, donc faut voir ça. Bon, donc bref, si les États-Unis se retirent de l'accord de Paris et considèrent à nouveau que ce qui compte, c'est leur richesse personnelle, l'optimisation de leurs profits, et pas du tout de sauver la planète, ce qui évidemment coûte cher, hein, l'énergie propre, c'est toujours plus cher que l'énergie sale, hein, ça on ne pourra pas faire autrement. Bon. Eh bien, ça donne un exemple épouvantable et ça tue l'espoir qu'on peut avoir de s'en sortir, ce qui exige une action urgente. Bon. Alors, Monsieur Trump, comme vous le savez peut-être, mais je crois que c'est comme, puisqu'on a envie de savoir un peu qui sont ces gens, pourquoi ils nient l'existence du réchauffement climatique. Eh bien, Monsieur Trump, d'abord, c'est un habitué du négationnisme. Il faut voir que, à cause ou pas à cause, je ne sais pas, je vous laisse juger, d'une éducation religieuse qu'on peut appeler radicale, il est bien sûr créationniste. Donc, il s'oppose à la théorie de l'évolution de Darwin. Donc, c'est pas son premier coup. Les scientifiques, ils n'y croient pas. Et donc, Dieu a créé la Terre pour son bonheur et le bonheur des hommes. Et il n'y a pas à s'occuper de toutes ces fantaisies que sont la théorie de l'évolution ou l'analyse du climat. Bon. Alors, au passage, évidemment, il est opposé à la vaccination, parce que la vaccination, d'après lui, n'est pas naturelle. Et malheureusement, il y a beaucoup de sectes religieuses qui sont opposées à la vaccination. Et je ne peux pas m'empêcher d'en citer deux, parce qu'il y a une étude d'épidémiologie en France et en Allemagne d'ailleurs, extrêmement rigoureuse qui a été faite. Et on a parlé un peu de la rougeole ce matin. On a identifié les sources de l'épidémie, qui est encore, heureusement, c'est très dangereux la rougeole, on s'en était débarrassé, elle réapparaît, et donc c'est extrêmement contagieux comme je viens de le dire, donc c'est très préoccupant de voir réapparaître la rougeole. Mais on a identifié les endroits, les sources. Bon. Et les sources sont toutes, il y en a une dizaine, bon, elles sont toutes dans des communautés religieuses, de religions extrémistes qui sont des sectes particulières, dont j'en cite deux. La fraternité Pie X, je ne sais pas si vous connaissez ça, sauf que Madame Marion Maréchal Le Pen en sort, donc on voit qu'il y a une certaine collusion entre certains types de politiques scientifiques et certaines croyances de certaines sectes. Et puis il y en a une autre qui est l'anthroposophie, qui est une sorte de pseudo-philosophie, qui est pratiquée dans les écoles Steiner, donc il y en a beaucoup, donc peut-être que ça vous connaissez, et aussi dans les laboratoires Weneda qui commercialisent des quantités de médicaments soi-disant naturels. Et là, Veneda, je me suis trompé. Veleda. Mais je ne pratique pas ces médicaments, alors c'est de ma faute, pardon. Et là, c'est Madame Françoise Nyssen qui sort de là et qui, même bien pire, a créé une telle école Steiner dans laquelle on diffuse des croyances totalement aberrantes, comme par exemple pour que il faut aller prier à l'intérieur des rangées de vignes pour que le vin soit meilleur. Bon, mais il y a pire que ça, et en particulier le refus de la vaccination dans beaucoup de ces centres. Peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Donc c'est pour vous dire que le négationnisme, ça se répand sur beaucoup de sujets, et à quel point ça a des effets négatifs. Alors, pourquoi est-ce que M. Donald Trump a cette attitude, et il n'est pas le seul? Alors, je crois que, premièrement, il y a des questions d'électoralisme. Je crois que c'est important de dire ça. Excusez-moi d'être un peu long, mais les électeurs que nous sommes tous n'ont pas envie qu'on leur dise que c'est la fin du monde. On a envie de se boucher les oreilles et de dire c'est pas possible, ces scientifiques, ils se trompent. Bon, on a envie d'être riche, d'être joyeux dans la vie qui nous attend. Et donc, pour être élu président des États-Unis, M. Trump a sans doute pensé qu'il fallait nier l'approche d'une catastrophe et vanter les possibilités d'enrichir les États-Unis en brûlant beaucoup de charbon, évidemment, ce qui est très très abondant, ainsi que les schistes bitumineux. Merci, décidément, je vieillis, mais bon, peu importe. Bon, donc c'est une première motivation que je peux voir chez ce monsieur. Bon,
Donc ça passe par la maximisation des profits de l'économie américaine, sous la pression d'un lobby qui lui est un vrai lobby, qui est celui du charbon international, mais surtout aux États-Unis, en particulier dans le Wyoming, qui est l'un des États des États-Unis, où on produit 100 fois plus de CO2 que dans des pays comme alors attendez, c'est la centaine de tonnes de CO2 au lieu oui c'est ça, au lieu des pays pauvres comme mettons l'Éthiopie où c'est une tonne. Donc le Wyoming à lui seul, c'est effrayant. Mais il y en a d'autres, des États. Puis c'est assez contrasté parce qu'aux États-Unis, il y a la Californie qui est en pointe dans la défense du climat, avec beaucoup de solutions qu'ils proposent. Ils sont pas toutes bonnes, mais quand même l'effort est tout à fait remarquable. Bon. Alors, je crois aussi que les fausses nouvelles du genre mais non, c'est pas vrai, la Terre se refroidit, sont propagées par les réseaux sociaux. Et ça, on aime tous nos réseaux sociaux, plus ou moins bons. Il faut voir que quand vous demandez une information sur un réseau social, quel qu'il soit, il y a des milliers de réponses, si ce n'est encore plus. Bon. Et donc, ce que vous regardez, c'est la première page. Donc, ces réponses sont classées. Et comment elles sont classées ? Eh bien, on considère que ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est le plus cité. Donc, quand un négationniste publie un avis scandaleux sur le fait que c'est pas vrai, la Terre se refroidit, évidemment, il y a plein de gens qui citent ce truc-là. Bon. Et donc, ils apparaissent en tête des informations qu'on cherche sur Internet ou qu'on diffuse sur différents réseaux sociaux. Donc, je crois que les réseaux sociaux ont une responsabilité dans la diffusion des fausses nouvelles que propagent ces négationnistes. Pardon ? Je me dépêche. Bon. Que faire ? Eh bien, de la politique, c'est ce que je viens de vous dire. Bon. Alors, ensuite, Claude Allègre et Vincent Courtillot. Alors, Claude Allègre, donc, qui a été ministre de l'Éducation nationale et qui est mon confrère à l'Académie des sciences, il prétend donc que la Terre se refroidit. Mais comment a-t-il fait ça ? Eh bien, vous voyez à droite une courbe qui est celle en rouge d'un climatologue suédois qui s'appelle Håkan Grud. Et vous voyez qu'il y a une courbe en dessous qui a une dernière pente vers le bas, qui est ce que Allègre a publié dans son livre, qui s'appelle... oui, non, c'est pire que ça. Bon, enfin, peu importe. Et donc, il a redessiné la courbe pour que la Terre ait l'air de se refroidir, alors que la courbe mesurée par M. Håkan Grud montait en rouge. Il a mis en plus les concentrations du CO2. Donc un jour, M. Håkan Grud a découvert ça avec horreur. Il a vivement protesté, évidemment. Et donc c'était en mars 2010. Mais c'était trop tard. Bon, c'était publié. Et donc Allègre, ministre, grand géophysicien, ayant déclaré que la Terre se refroidissait, c'était sûrement vrai, quoi. Donc le mal était fait. Et voilà comment il travaille. Alors, son chef de cabinet... qui est non moins académicien, et je ne veux pas dire trop de mal de M. Courtillot, mais quand même, il est un peu plus malin que Claude Allègre, hein. C'est-à-dire qu'il fait ce que je dénonçais au début, il prend des morceaux de courbe à un endroit particulier, il trouve que ça refroidit, il nous montre une courbe qui a l'air très sérieuse, et il nous explique, vous voyez bien que j'ai raison, la Terre se refroidit. Ensuite, il prétend, donc, ce que j'ai aussi mentionné tout à l'heure, à savoir que les fluctuations de la température de la Terre, donc on est à un moment où ça refroidit, mais ça se réchauffe aussi, ça c'est dû aux fluctuations des émissions du Soleil. Bon. Alors, il va plus loin, il a dit qu'il était criminel de faire payer les conséquences d'une politique de transition énergétique qui évidemment coûte cher, de faire payer ça à la population, vu que, c'est pas vrai. Donc on fait payer un mirage à la population. Alors, qu'est-ce qui peut bien à nouveau motiver des gens comme ça pour dire des choses aussi honteusement fausses ? Je les connais quand même assez bien l'un et l'autre. Ils aiment beaucoup faire parler d'eux, hein, ça c'est sûr. Bon. Et donc ils aiment beaucoup être invités par les médias. Tous les médias ne les invitent pas,
Mais il y a des médias qui adorent la controverse, la polémique, ça fait du buzz, n'est-ce pas? Et donc ça fait de l'audimat, et donc il y a beaucoup, malheureusement, je trouve, de médias, pas la recherche ni Sciences et Avenir, mais quand même, qui entretiennent la célébrité de ces gens-là et leur donnent plus d'importance qu'ils n'en méritent. Alors, par ailleurs, et donc j'ai publié ça dans un article pour la science sur les climato-sceptiques, donc il est marqué là-haut, septembre 2015. Eh bien, par ailleurs, Courtillot est le seul représentant en France d'un groupuscule qui s'oppose à l'ensemble des climatologues de toute la planète qui s'appelle le GIEC. Donc c'est un groupuscule anti-GIEC qui est soutenu par un think tank américain qui s'appelle le Heartland Institute, lequel s'est déjà tristement illustré en faisant une campagne soutenue bien sûr par les industriels du tabac, comme quoi le tabac n'avait pas d'effet nocif. Et maintenant, bien sûr, c'est le lobby du pétrole qui aide le Heartland Institute, auquel est attaché Monsieur Courtillot. Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est pas une preuve, mais c'est quand même inquiétant. Sébastien, je crois que là, je vais vous interrompre. Et on reviendra sur la suite avec les questions. Surtout si vous avez des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Et Nicolas Hulot, vous pouvez me demander ce que j'en pense aussi. Mais j'en pense du bien, pas seulement quelques critiques, ne vous inquiétez pas.